Alors, pour ceux qui restent dans cette salle, ça va être l'atelier numéro 1, la personne au cœur de l'organisation sociale, quelles approches et quels outils. Donc, on veut cet atelier interactif, sachant qu'il y a beaucoup d'intervenants et qu'on a un timing à tenir, mais vous serez invités à plusieurs reprises à intervenir. Et on va commencer par un petit exercice que va nous animer Jean-Marc Foriché votre structure, c'est Santé Sport, de Santé Sport. Il va nous proposer de rentrer dans notre corps. Donc je passe la parole à Jean-Marc. Bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente très rapidement, donc le temps est très très bref. Jean-Marc Forichère, je suis enseignant à l'université en fac de sport. Non, je peux Donc désolé. Donc je suis enseignant à l'université de Rennes 2 en fac de sport. Je suis docteur en physiologie et depuis 4 ans j'interviens dans la formation en entreprise, dans différents types d'entreprises, que ce soit dans le bâtiment, dans le tertiaire, etc., un petit peu partout. Et ce qu'on a vu depuis ce matin, donc la violence dans le monde du travail, on la voit sous différentes formes, on l'a vu déjà ce matin sous différentes formes. Moi je la vois d'une façon, on va dire, assez simple, une violence indirecte par la notion de rendement, de productivité qu'on demande dans les entreprises dans lesquelles je suis passé. On demande aux salariés d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus fort, sauf que aller toujours plus vite, aller toujours plus fort, c'est bien pour le rendement, pour la productivité, c'est bien, sauf que ça détruit un organisme. Un organisme n'est pas fait pour aller au-delà de ses limites. On a tous une limite physiologique et on demande dans toutes les entreprises dans lesquelles je suis passé à aller au-delà de ces limites. Donc, de plus en plus, dans pas mal d'entreprises, des procédés sont mis en place, des procédés d'étirement, des procédés d'échauffement, notamment d'échauffement dans les sociétés de bâtiments, qui devient quelque chose de presque naturel maintenant dans pas mal d'entreprises de bâtiments en France. Des salles de détente, de relaxation, de légère remise en forme sont également mises en place. Et moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, aussi pour qu'il y ait un petit peu cet impact de réveil après la pause du midi, c'est des exercices d'étirement. Je ne vais pas en faire beaucoup, vous allez voir, on va en faire 3. 3 qui pour moi sont essentiels parce que c'est 3 qui concernent des régions de l'organisme qui sont fortement touchées par ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques, donc les troubles qui touchent ce qu'on appelle les tissus mous de l'organisme, les tissus mous de l'organisme étant les muscles, les tendons et les nerfs. Donc il y a plusieurs régions de l'organisme qui sont fortement touchées, notamment le dos, la partie lombaire qui touche plus de 8 Français sur 10. Pour les lombaires, on ne va pas s'y attarder aujourd'hui, les conditions ici ne sont pas obligatoirement pratiques pour montrer ces formes d'étirement, mais comme je veux que vous pratiquiez, je vais vous montrer 3 étirements qui concernent d'autres régions de l'organisme que vous allez pouvoir tester là pendant quelques minutes. Ces 3 régions-là sont le poignet, où on a la maladie professionnelle qui se développe de plus en plus, et notamment parce que l'informatique est arrivée il y a quelques dizaines d'années. C'est ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Le syndrome du canal carpien, pour aller très vite, c'est un nerf qui dirige les 3 premiers doigts. Ce nerf-là, à force d'être trop sollicité ou mal sollicité, notamment par des gestes répétitifs, et notamment c'est le cas des gens qui travaillent sur ordinateur, ce nerf-là est comprimé et n'envoie plus l'information aux 3 premiers doigts. Quand le syndrome se déclare, il est simple, c'est toujours la nuit, avec des fourmillements, des engourdissements qui vous réveillent pendant la nuit. Donc quand vous avez ça, il faut commencer à se poser des questions et il faut commencer à agir. Mais il y a des moyens de prévention et je vais vous montrer l'étirement qui correspond. On va repartir après sur un autre étirement qui concerne les épaules. Les épaules, même type de problème. Beaucoup de maladies professionnelles, notamment ce qu'on appelle la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Donc ici, vraiment sur le pic de l'épaule, maladie qui intervient de plus en plus, tout simplement parce qu'on est fortement sollicité, et pour une simple raison, c'est que dans l'organisme, quand vous mettez votre bras à l'horizontale, à partir du moment où je dépasse cette notion d'horizontalité, que ce soit vers l'avant ou en partie latérale, je me fais mal à l'épaule. Donc là, je me fais pas mal, là, je commence déjà à me faire mal. Donc vous imaginez tous les gestes qu'on fait quotidiennement, que ce soit vraiment chez soi ou au boulot, on a tout le temps les bras au-dessus des épaules, les coudes qui passent au-dessus des épaules. Donc à partir de ce moment-là, on se fait très très mal. Donc, je vais vous montrer également 2 notions d'étirement très rapides sur ce groupe musculaire-là et sur cette articulation-là. Et 3e zone qu'on va essayer de cibler, c'est le cou.
Tout simplement aussi, combien d'entre vous n'ont pas eu, à un moment donné, besoin d'un massage pour le haut du corps, pour le cou, parce que le cou est hyper tendu. Là, je parle encore énormément des gens qui sont sur ordinateur toute la journée. C'est la zone la plus sensible. Il suffit que l'écran d'ordinateur ne soit pas à la bonne hauteur pour créer ces tensions. Un écran d'ordinateur, ça se place à une hauteur très précise par rapport à votre corps, par rapport à votre vision. S'il n'est pas à la bonne hauteur, automatiquement, que ce soit un regard trop bas ou un regard trop haut, va créer des tensions très très importantes sur la partie cervicale et tous les muscles du cou. Donc je vais vous montrer ces 3 étirements, poignet, cou et épaules, que vous allez tester en même temps. C'est important de le tester parce que vous allez vous rendre compte que y a certaines zones que vous n'étirez sans doute jamais, et pourtant il faut les étirer, c'est nécessaire, c'est un moyen de prévention. Dans les entreprises, c'est un moyen de prévention qui commence à marcher vraiment très fortement, et dans votre vie de tous les jours, c'est également très très important. Il y a des gestes que vous faites chez vous, vous pouvez bricoler, vous pouvez jardiner, ces gestes-là sont physiques, et ces gestes-là abîment l'organisme de toute façon. Donc on va commencer par un premier geste qui concerne, et je veux vous voir pratiquer, comme ça je veux vous voir sentir. Alors juste précision, ce qui est vraiment important sur une notion d'étirement, et ce qui n'est pas obligatoirement lié, même dans le monde du sport, c'est pas quelque chose de très commun, un étirement ne doit pas faire mal. Si je prends un exemple classique qu'on voit partout à la télé, si je veux étirer mon quadriceps, on a cet étirement-là, je ne veux pas voir quelqu'un faire un étirement en étant ouais, ça tire, ça fait du bien. Non, ça c'est là je suis en train de me détruire plus que de me faire du bien. Un étirement ne doit pas faire mal. Un étirement doit créer une petite gêne, une petite douleur, ce qu'on appelle un seuil infradouloureux. Si on a ce seuil-là et qu'on associe à ce geste-là une respiration correcte, la douleur doit disparaître et on doit pouvoir aller plus loin dans l'étirement. Si, dès le début, on tire, qu'on sent que ça fait très mal, qu'en soufflant, il n'y a rien qui passe, c'est qu'on est allé plus loin, qu'on n'est pas en train d'étirer le muscle, on est juste en train de le détruire. Donc cette notion d'étirement est très importante, on le fait entre guillemets en étant zen, ce qui paraît un peu paradoxal, mais on le fait avec le plus de souplesse possible, avec le plus de respiration possible, et surtout quand vous avez fini l'étirement, on revient dans la position initiale très très lentement. Parce que si je prends le même étirement, je suis ici, j'ai étiré pendant 15 secondes, et derrière, hop, je relâche d'un seul coup, sur mon muscle que j'ai étiré, d'un seul coup, j'ai remis une contraction, l'effet de l'étirement part en sucette, ça part en chaleur, on n'a rien fait du tout. Okay. Donc, les 3 étirements que je vais vous faire faire, poignet, épaule, cervicale, vous allez vous en rendre compte, certains ne sont pas forcément très très agréables, même en allant chercher pas très loin, c'est pas très agréable, mais par contre, c'est des étirements qui pour moi sont indispensables à faire tous les jours, et pas simplement pour les gens qui travaillent, hein, vraiment dans votre vie quotidienne, notamment on va le voir sur les étirements des épaules. Les personnes âgées, quand on leur demande de lever les bras au ciel, beaucoup de gens sont bloqués très vite. Jean-Marc, excusez-moi de vous interrompre, c'est très intéressant, on va peut-être passer aux exercices parce qu'il y a d'autres intervenants. Donc, c'est parti pour la première notion d'étirement sur le poignet. Je suis désolé pour le micro, mais là, c'est pas perdu. Vous allez tendre votre bras devant vous. Premier exercice, je me mets de profil, comme ça vous allez tous voir. Vous laissez le poignet tomber et vous mettez l'autre main sur le dos de la première main et vous rapprochez le plus possible le poignet vers l'avant-bras. Donc vous cassez complètement le poignet à 90 degrés. Donc c'est toujours pareil, cette notion-là d'étirement, on la fait en souplesse. On doit sentir, normalement si vous le faites bien, si vous avez les bonnes douleurs, vous devez sentir l'étirement à cet endroit-là. Cette partie-là, on va dire qu'elle est relativement agréable. Donc on va aller vite. Voilà, on vient ici et on relâche tout doucement. Maintenant, dans l'autre sens. Là, on est vraiment sur la notion de canal carpien, de libération du canal carpien. Deuxième chose, complètement l'autre sens. On vient ici tirer au maximum. Et là, on va chercher très très loin vers l'arrière. Je vois certains qui commencent à grimacer, c'est pas bon. Vous êtes allé trop loin. Donc là, si on fait bien également, on est ici. Ça peut descendre tout le long du bras, ce qui prouve qu'il y a vraiment un besoin nécessaire d'étirement. Mais la zone ciblée, c'est vraiment ici, sur le canal carpien, ce que je vous disais tout à l'heure, le syndrome du canal carpien qui bloque. Ça, c'est le premier. On va aller vite sur le deuxième. Sur les épaules, deux étirements qui sont plus articulaires que musculaires. Vous allez simplement mettre les mains derrière vous et engager la poitrine vers l'avant et tirer les épaules vers l'arrière. On essaye d'amener les épaules le plus loin possible vers l'arrière. Là, toujours pareil, on reste quelques secondes. Normalement, si on fait cet étirement-là debout, on fléchit un peu sur les jambes pour protéger le bassin. Vous allez relâcher tranquillement, c'est juste pour vous le montrer. Si vous voulez plus de renseignements,
on discutera après. Sur les épaules, toujours pareil, vous allez faire le cône, ouvrir les bras sur l'extérieur, et de cette position-là, les pouces, si vous regardez mes pouces, ils vont repartir le plus loin possible vers l'arrière et essayer de les amener le plus bas possible. Vous allez sentir que c'est pas obligatoirement très agréable, et s'il est bien fait, l'étirement part du poignet, et vous sentez tout le long du bras pour monter jusqu'aux épaules. Et certains qui sentent ça? D'accord, c'est parfait. Dernier type d'étirement, donc sur le cou, pour moi c'est presque le plus important parce qu'on est tous sollicités au niveau du cou. Premier étirement, vous allez mettre votre main autour de l'oreille, ici, et simplement balancer la tête sur un côté, complètement à droite ou complètement à gauche. Vous allez sentir les muscles du cou ici, qui sont raides. Ils sont raides parce qu'on ne les étire jamais. Si on les étire jamais, il y a des tensions, les tensions descendent, etc., etc. Même chose de l'autre côté. Donc on essaye d'avoir la tête droite au départ et de laisser pencher. Voilà, c'est pas mal. Et dernière chose, très important, alors là après on peut jouer sur les variations, un peu plus vers l'avant, un peu plus vers l'arrière, cibler tout le tour du cou. Ce qui est important pour finir, c'est tout le long de la colonne, essayer de descendre du milieu du cou le plus bas possible dans la colonne. Donc là vous allez faire, on descend d'abord la tête, le menton au niveau de la poitrine, et de là, en appuyant sur la tête, enrouler le haut du dos, et vraiment essayer d'arrondir le plus possible juste le haut du dos. C'est pas obligatoirement un étirement très très agréable non plus, mais s'il est bien fait, ça part tout de suite de la base du crâne pour descendre, en fonction des jambes, le plus bas possible dans la poitrine. Dans le dos. C'est la poitrine et un peu. Voilà, je vous remercie. Merci de votre participation. Maintenant, on va écouter Françoise Perrier de ADPI 22 qui s'occupe de mettre en place des conditions d'amélioration des conditions de travail et de prévenir la violence et le mal-être au travail. Merci Isabelle. Tout d'abord, moi je voudrais dire que ce matin j'ai été très intéressée par ce que j'ai entendu. Il est vrai que la vie d'une entreprise ne consiste pas à nier la violence au travail, elle existe. Je crois qu'il ne faut pas être dans le déni. Moi j'occupe une fonction de directeur de ressources humaines, de directrice de ressources humaines. Moi c'est un métier que j'ai choisi par conviction, que j'exerce depuis maintenant plus de 15 ans. Et c'est un métier dans lequel je pense qu'on a un vrai rôle à jouer pour prévenir effectivement la violence au travail et, je l'espère, atteindre le bien-être au travail. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous attachons à faire, ce que j'ai fait dans d'autres entreprises, ce que j'ai fait encore maintenant au sein de l'ADAPI des Côtes-d'Armor. Je vais vous présenter brièvement donc, cette association. C'est une association qui est dans le médico-social, c'est-à-dire que dans nos structures, nous accueillons des personnes handicapées mentales de l'enfance jusqu'à malheureusement la fin de vie. Cette association, elle avait été créée en 1961, donc vous voyez qu'on a quand même quelques années d'existence, par des parents qui étaient confrontés à la difficulté de l'inclusion de leurs enfants inadaptés dans le système scolaire. Ces enfants, ils ont grandi, ils ont vieilli, et évidemment, au fur et à mesure du temps et des années qui passaient, ces parents, avec toutes leurs convictions, toute leur volonté, eh bien, ils ont mis en place des établissements qui ont accompagné ces jeunes enfants qui étaient devenus des adultes, qui sont devenus aujourd'hui des personnes vieillissantes. C'est un phénomène assez nouveau dans nos établissements, parce que le vieillissement des personnes handicapées, c'est quelque chose qui n'existait pas quand on a commencé à mettre en place ces structures. Aujourd'hui, le vieillissement d'une personne handicapée a quasiment rattrapé le vieillissement d'une personne qu'on dit normale. Moi, j'ai le principe de dire qu'on a tous une forme de handicap, handicap physique ou handicap mental. L'ADAPI Côtes-d'Armor, c'est le 3e employeur donc, dans le département. Nous avons 43 établissements et services et nous avons un peu plus de 1000 salariés. Au-delà de ces 1000 salariés qui accompagnent 2200 personnes handicapées, comme je vous l'ai dit, dans toutes ces structures, on a encore un collectif de 800 travailleurs handicapés dans nos structures d'emploi.
donc qui sont soit des salariés d'une entreprise adaptée, soit, je dirais, des travailleurs qui sont admis dans ce qu'on appelle dans des ESAT. Auparavant, on les appelait les CAT. L'association, je dirais, a une volonté qu'elle a exprimée en 2011 à l'occasion de la refonte, de la réécriture de son projet associatif. Elle a voulu affirmer au titre de ses valeurs, et ça n'est pas qu'une affirmation, ça n'est pas qu'un principe éthique qu'on a décliné. On a rédigé une charte du management qui est venue se substituer à une charte qui existait préalablement, qui s'appelait la charte des salariés. Et dans cette charte du management que j'ai pilotée en termes de rédaction avec un certain nombre de salariés, d'élus, d'instances, de parents, d'administrateurs, on a fait ressortir notre volonté de prendre soin de ceux qui prennent soin. Ça n'est pas, encore une fois, que de simples mots. Ça a été évoqué ce matin, je l'ai entendu dans un atelier, et c'est vrai, en tout cas dans un échange qu'on a eu, et c'est vrai que nous, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui guide notre politique ressources humaines. Pourquoi prendre soin de ceux qui prennent soin? Parce que dans le médico-social, nos établissements sont confrontés à des mutations très très importantes de notre secteur. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne vais pas monopoliser la parole par rapport aux autres intervenants, mais c'est vrai que le médico-social, aujourd'hui, on est confronté à des règles budgétaires qui n'étaient pas les nôtres il y a encore 20 ans. On a des organismes financeurs qui resserrent un petit peu, on va dire, les boulons. Et puis, on a des professionnels qui sont confrontés à des pathologies nouvelles dans nos établissements, ce qu'on appelle l'autisme, notamment pour les enfants qu'on accueille dans nos instituts médico-éducatifs, mais aussi des pathologies qui sont associées au vieillissement. Puis ces professionnels, eux-mêmes, ils ont vieilli. Parce que quand on est dans nos établissements, très généralement, nos professionnels, quand on échange avec eux, ils n'y sont pas, je dirais, par défaut. Ils y sont par choix. Et le problème, c'est qu'à un moment, accompagner tous les jours des personnes qui sont handicapées, qui sont fragiles, je dirais, ça peut percuter la personne, je dirais, le professionnel que nous sommes. Donc on a souhaité construire, je dirais, à petits pas, une politique de prévention. Quand je suis arrivée, moi j'ai pris mes fonctions en janvier 2010, j'ai reçu ma lettre de mission, ma lettre de cadrage de mon directeur général, qui m'a dit, voilà, je te demande en quelques mois de construire une politique sur 2 piliers. La formation, parce que la formation est un outil qui accompagne les professionnels, qui les sécurise, on va dire, dans leur fonctionnement en leur donnant des compétences et des connaissances nouvelles. Et puis le deuxième pôle que je te demande de travailler, et certains autour de la table connaissent mon directeur général et savent que c'est quelqu'un qui sait, je dirais, fixer très très vite des caps et des stratégies. Clairement, il faut construire une politique de prévention santé. Je la veux systémique, je la veux innovante, mais je la veux co-construite avec les salariés. On a donc signé un accord sur la prévention des risques psychosociaux. Je voudrais juste vous dire qu'on n'était pas du tout obligé de le faire, même si on a un effectif de 1000 salariés, puisqu'il s'avère que le secteur médico-social ne rentre pas dans les dispositions d'un accord national interprofessionnel qui, de mémoire, avait été signé en 2008 ou 2009 et qui imposait aux entreprises de plus de 1000 salariés de s'inscrire dans cette démarche. Nous, on n'avait pas cette obligation-là. Néanmoins, et comme ça a été dit ce matin, parce qu'on n'était pas dans le déni de situations de souffrance, voire de violence au travail, on a relevé les manches avec nos partenaires sociaux et on a inscrit, je dirais, des règles, on a inscrit des actions dans un accord de méthode. Sauf qu'on a été, je dirais, je vous le disais, à petits pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé qu'on savait. On s'est dit, on va créer quelque chose, on va mettre en place une politique de prévention, et puis on va la dérouler tranquillement au fil du temps. La première action qu'on a souhaitée avec les organisations syndicales, donc CFDT et CGTFO, c'est de dire, d'abord pour parler de prévention des risques psychosociaux, est-ce qu'on entend tous la même chose? Est-ce qu'on a tous la même culture? Est-ce qu'on sait ce que ces concepts, je dirais, signifient? Puis on a fait un tour de table et puis chacun a pu s'exprimer. Alors moi, le stress pour moi, c'est ça. Moi, la souffrance au travail, c'est ça. On s'est aperçu qu'on n'avait pas vraiment une définition commune. Donc on a décidé d'avoir une culture commune, un langage commun, et on a mis en place des formations. Ces formations, elles ont impacté plus de 90 salariés qui aujourd'hui forment un réseau de santé.
Ces formations, on les a choisies au travers d'une commission paritaire, puisque tout ce que nous faisons au sein de l'ADAPI Côte d'Armor repose sur un fonctionnement paritaire. Donc, bon, je vais dire que le paritarisme, c'est se mettre autour d'une table avec les organisations syndicales. Chez nous, le paritarisme a en plus une forme un peu particulière, puisqu'on y met autour de la table aussi les parents, qui représentent, on va dire, quand même les intérêts des personnes qu'on accompagne, et puis évidemment des professionnels. On a choisi de travailler avec un organisme qui s'appelle PSIA Ouest. Patrick Charrier dirige ce cabinet, donc je le laisserai vous dire un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils nous ont apporté. En tout cas, nous, ils nous ont aidés d'abord à construire cette culture commune. Ce réseau de santé aujourd'hui, il fonctionne, et je vous en donnerai peut-être un exemple sur ce que ça a pu apporter. Au travers, effectivement, de ce premier accord, on s'est dit, c'est bien, c'est la première étape à franchir. On avait un certain nombre d'autres actions qui étaient prévues dans l'accord, notamment un diagnostic qui nous a permis de savoir exactement où on en était sur les risques psychosociaux dans notre secteur, au travers, encore une fois, d'une démarche qui a été portée par PSIA Ouest. Ils sont allés rencontrer nos salariés. Nous, direction, on s'est exposé. Et je peux vous dire qu'on s'est exposé, c'est-à-dire que quand on a eu un comité on a un comité maintenant de pilotage qui est devenu d'ailleurs un comité de suivi. Régulièrement, PSIA venait nous faire état un petit peu de ce qu'ils avaient entendu au travers des questionnaires qui avaient été diffusés auprès de l'ensemble des salariés, avec un taux de retour de 83%, ce qui est quand même une preuve que les salariés ont joué le jeu. Eh bien, on s'est entendu dire des choses quelquefois qui nous ont un petit peu déstabilisés, pas vexés, mais je dirais que nous, direction générale, direction des ressources humaines, direction de l'établissement, eh bien on s'est dit, il va falloir effectivement qu'on change un petit peu nos pratiques et qu'on écoute un tout petit peu les salariés différemment et qu'on s'expose avec eux et qu'on change un petit peu notre fonctionnement. Au-delà effectivement donc, de ces actions de diagnostic, de plan d'action dans lequel on est encore, c'est une démarche dans laquelle on est encore inscrit, on s'est dit qu'à chaque fois qu'on allait travailler avec les organisations syndicales sur des accords collectifs, à chaque fois on allait essayer d'avoir des outils de prévention de la santé de nos salariés et au fil du temps on a pu enrichir la boîte à outils. Je vous donne un exemple, on a signé un accord égalité homme-femme, on a signé il y a quelques jours un accord génération. À chaque fois qu'on construit un accord, on en a signé 8 depuis 2010, à chaque fois on a construit, enrichi cette boîte à outils. Dans l'accord égalité, on a dit que dans les phénomènes qui impactent les salariés au titre des risques psychosociaux, il y a ce qu'on appelle la conciliation de la vie familiale et de la vie privée. Et ça, PSIA nous l'avait fait ressortir en disant, vous avez des salariés, ils travaillent le jour, la nuit, en horaire décalé, etc. Ils osent nous dire que pas facile d'être papa, d'être maman dans ces circonstances-là. Nous, on s'est posé la question de comment on allait pouvoir travailler sur ces aspects et on a proposé des jours supplémentaires pour que les salariés, notamment les papas, accompagnent un peu plus ce moment qui est un moment de bonheur dans une famille, à savoir l'accueil d'un enfant par maternité ou par adoption. On a accordé des jours supplémentaires. Un autre outil dans la boîte à outils qui, je dirais, permet d'améliorer la prévention de la santé, quand on a signé l'accord génération, on avait entendu que nos salariés seniors, ils étaient un petit peu en rupture de sens, parce que le métier a changé. Parce que être aujourd'hui éducateur dans un foyer, c'est plus tout à fait la même chose qu'être éducateur dans un foyer il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et que cette perte de sens au travail, il fallait qu'on la comble. Et on est allé vers le tutorat des seniors pour accueillir des plus jeunes. Voilà, on est allé dire à des seniors, vous pouvez nous aider, vous avez encore une utilité sociale et professionnelle dans nos établissements. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais que vous soyez, je dirais, en tout cas que mon intervention vous donne comme méthode, il n'y a pas de méthode. Je pense que d'abord, il faut que les DRH qui sont peut-être dans la salle, ou les futurs DRH, puisque je sais qu'il y a des étudiants, on aborde, on va dire, cette problématique de prévention santé avec beaucoup d'humilité. On ne sait pas faire. La meilleure chose à faire, c'est d'écouter, c'est d'entendre, c'est de croiser, on va dire, des regards, c'est de ne pas être, encore une fois, dans le déni de la souffrance telle qu'elle a été exprimée ce matin. Moi, j'ai la chance d'être sur un métier que, Isabelle, vous connaissez. Je veux dire, c'est un très beau métier. C'est un métier dans lequel, moi, j'apprends tous les jours. Et tous les jours, j'ai le sentiment que quand je me lève le matin, je sais pourquoi je le fais. Et je sais que ça sert
au bien-être de mes salariés. Voilà. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qui me dope tous les matins. Mais par contre, effectivement, je ne me dis pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. J'ai l'habitude de dire à mes organisations syndicales et à mes patrons d'établissement, on n'est pas dans le monde des bisounours, tout ne va pas bien dans notre société, on sait qu'elle dysfonctionne, mais si nous, on peut faire quelque chose au quotidien pour améliorer, eh bien, faisons-le. Voilà. Merci. On va écouter à présent Nathalie Ashpak et Florence Lemercier qui vont nous parler de la prévention de la souffrance des soignants. Bonjour à tous, je m'appelle Nathalie Ashpak, je suis médecin gériatre, chef de pôle personnes âgées au centre hospitalier psychiatrique de Rennes. Et je voulais remercier les organisateurs de ce colloque qui nous ont invités pour pouvoir parler de stimulation multisensorielle dans la gestion de l'agressivité chez les personnes âgées. Donc moi et ma collègue, Madame Lemercier, qui est cadre de santé, qui gère une unité d'hébergement renforcé. C'est une unité spécifique qui s'adresse aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer et apparentée qui présentent les troubles du comportement majeurs. Donc, la violence et l'agressivité sont très présents dans le milieu gériatrique. Les relations entre la famille et l'institution sont très tendues souvent. Les soignants peuvent être épuisés par le travail lourd et répétitif et perdre le sens des soins et devenir violents à leur tour. Et bien sûr, l'agressivité et la violence font partie des symptômes psychocomportementaux liés à la démence chez les patients. Donc ces symptômes psychocomportementaux, cette agressivité, cette violence peuvent prendre les différentes formes. Pour les décrire, il existe plusieurs échelles. Une échelle le plus utilisée en France, c'est NPI-ES, Inventaire neuropsychiatrique, version équipe soignante. Il y a une liste de différents symptômes, dont l'agressivité et agitation, on peut marquer de quelle gravité sont ces symptômes grâce à cette échelle. Préciser la fréquence, ça peut aller de 1 fois par mois à plusieurs fois par jour. Et ce qui est très précieux dans cette échelle, et c'est une échelle unique par rapport à ça, c'est la charge de travail des soignants qui peut être évaluée, qui est directement en lien avec les symptômes psychocomportementaux lourds chez les patients. Il y a une autre échelle, l'échelle d'agitation, l'échelle Cohen-Mansfeld, qui permet de distinguer l'agitation et l'agressivité, et puis d'écrire plus précisément quel type de violence ou d'agressivité présente la personne. Par exemple, elle mord, elle bouscule les autres, elle griffe, etc. Cette échelle est beaucoup moins utilisée, mais elle est intéressante quand même dans les situations difficiles pour cibler les troubles et surveiller plus de près leur évolution. Bien sûr, la prévention de troubles du comportement, c'est primordial. Il s'agit de l'ensemble de l'organisation de la prise en charge spécifique des personnes âgées. Ça va de l'architecture des résidences à l'organisation de journées, etc. Mais les volets très importants, c'est le soutien à la formation des professionnels et les échanges réguliers en équipe avec analyse systématique des pratiques. La personne qui est formée, qui comprend le sens de trouble, elle ne réagit pas de la même façon et répond pas de la même façon. Donc c'est vraiment très important. Mais si malgré tout cela, la personne âgée reste quand même violente et agressive, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne marche plus Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, la prescription des médicaments, donc la gestion médicamenteuse, est vraiment, on peut l'utiliser dans les situations bien précises. Pourquoi? Parce que d'abord, les effets secondaires des médicaments chez une personne âgée sont beaucoup plus graves par rapport à une personne jeune. Et puis, une grande partie des troubles du comportement chez une personne âgée sont en lien avec une mauvaise compréhension de l'environnement et une prise en charge relationnelle inadaptée. Donc il n'y a pas vraiment de sens de mettre en place les médicaments qui peuvent en plus nuire. Donc les interventions non médicamenteuses sont préconisées en première intention.
Il existe beaucoup de techniques actuellement qu'on peut utiliser, mais on voulait parler de stimulation multisensorielle ou snozelen. C'est un concept qui a été créé dans les Pays-Bas dans les années 70 pour prendre en charge les autistes. Et depuis 2001, depuis une étude menée chez les personnes âgées par Dr Léard en France, cette technique est utilisée pour la gestion de troubles du comportement chez les personnes âgées un peu partout. Le mot vient d'un mot hollandais qui décrit un petit peu les effets, somnoler, se détendre, sentir, ressentir. Cette technique permet d'améliorer le contact de la personne âgée avec le monde extérieur par le biais de son corps et ses 5 sens. L'idée en gros que la personne âgée démente, elle perd au niveau de parole, au niveau de communication, au niveau de mémoire, contact, expression, au niveau de pensée, au niveau de jugement. On essaie avec cette technique donc, développer les capacités sensorielles de la personne âgée pour remplacer en partie cette perte cognitive. Et donc élaborer les communications non verbales pour permettre à une personne âgée de s'exprimer différemment que par la parole. Une utilisation régulière de cette technique permet de baisser l'agressivité et l'agitation chez les personnes âgées et d'améliorer le comportement des résidents, notamment lors des soins quotidiens d'hygiène. C'est un des moments les plus durs dans les maisons de retraite et dans les services spécifiques. Et maintenant, je laisse la parole à Madame Le Mercier, qui va vous dire comment, en pratique, on utilise cette technique à Guillaume Régnier chez les personnes âgées. Bonjour à tous. Donc, l'unité d'hébergement renforcé à Guillaume Régnier comporte 20 lits. On y accueille 20 résidents et elle est ouverte depuis janvier 2011. Donc, on y accueille des personnes âgées atteintes de démence Alzheimer ou maladies apparentées. Et bien entendu, ces patients présentent des troubles du comportement et souvent un type d'agitation et d'agressivité. Donc l'utilisation de l'armoire snozelen sert surtout dans la prévention de ces troubles et pour certains résidents, lorsque c'est possible, dans l'éducation d'une meilleure gestion de leur angoisse. Donc là, on vous a fait des photos pour vous montrer à quoi ressemble cet appareil. Donc nous, on a fait le choix d'une armoire mobile que l'on déplace au lit du malade, dans son environnement personnalisé. C'est plus facile, nous c'est le choix qu'on a fait au sein de l'unité, parce qu'il existe aussi des pièces aménagées. Nous, on a fait le choix d'une armoire mobile. Donc, voilà à quoi ressemble l'armoire lorsqu'elle est branchée. Donc il y a une colonne lumineuse centrale avec des miroirs que l'on déplie qui multiplient les effets et donc on a des faisceaux lumineux qui défilent. Donc ça crée une ambiance de détente et de bien-être pour le résident. Et donc vous voyez en bas à droite une gerbe lumineuse qui est associée, que l'on peut mettre dans les mains du résident. Donc c'est pour favoriser le toucher. Donc en haut de l'armoire, il y a un projecteur qui aussi projette au plafond des effets lumineux. On peut y associer également un diffuseur d'odeur et également une musique de détente. Donc le gros travail a été de sensibiliser l'ensemble de l'équipe soignante à l'utilisation de cet outil. Et surtout de travailler sur l'identification des troubles du comportement de la personne âgée. Donc ce travail s'est surtout fait lors des transmissions de mi-journée d'inter-équipe et en faisant des analyses du comportement des résidents. Et donc, pour encourager l'équipe à identifier ces troubles, il s'agissait surtout d'identifier le mode d'apparition des troubles, à quel moment de la journée le résident est le plus agité, ou s'il y a de l'agressivité, à quel moment de la journée ça apparaît, la fréquence du trouble, l'intensité du trouble,
et l'impact que ça peut avoir sur le retentissement en termes de charge de travail pour l'équipe soignante. Donc il s'agissait surtout d'individualiser la prise en soin du résident en identifiant les troubles du résident et donc de voir si l'indication du SNOS-ELEN était appropriée pour le résident. Le travail a aussi été de trouver un langage commun en équipe sur la description des troubles du comportement de façon à ce que chaque professionnel parle de la même chose. Et puis aussi de par ce travail en équipe, de ce que chaque professionnel puisse mettre du sens à ce qu'il fait, à l'indication de l'outil, comprenne pourquoi on utilisait l'outil pour le résident, et puis aussi, de ce fait, évite l'épuisement des professionnels. Donc, ce qu'on a constaté concrètement, c'est que l'outil, lorsqu'il est bien utilisé et bien indiqué pour le résident, ça crée un réel apaisement pour la personne âgée et ça diminue les troubles du comportement. Que de ce fait, ça a amélioré le climat de travail des soignants qui mettent plus de sens à ce qu'ils font. Et puis, ça a plus impliqué les soignants dans la qualité de l'observation des troubles du comportement des résidents. Et donc, objectivement, les troubles ont été identifiés par l'utilisation de la grille LPIES lors des temps de transmission. Donc, en conclusion, la technique du SNOS-ELEN, ce qu'on constate quand même, c'est que c'est relativement efficace auprès des résidents qui manifestent de l'agressivité. L'application du SNOS-ELEN nécessite une communication régulière en équipe et les échanges sont très importants dans la promotion des soins de qualité et dans la prévention de la violence dans le milieu gériatrique. Merci Florence et merci Natalia. Donc, vous voyez des points communs, hein. On reconnecte au niveau de la sensation et puis c'est toujours trouver un langage commun, pouvoir travailler de façon collective au sein des équipes. Alors, on va écouter le témoignage de Patrick Charrier du cabinet PSIA. Et vous avez un PowerPoint? Non, moi je vais vous mettre. C'est bon. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous cet après-midi. 10 minutes maintenant que je suis chaud pour m'arrêter parce que là, je suis bien étiré. Donc je suis parti pour longtemps. Arrêtez-moi au bout de 10 minutes, n'hésitez surtout pas. Peut-être 2 ou 3 messages en 10 minutes, et ça sera largement suffisant. Mais avant ces 2 ou 3 messages, m'adresser aussi aux jeunes étudiants. Déjà pour vous dire que le travail, c'est d'abord un lieu de plaisir. D'abord, un lieu de plaisir où, en tout cas censé l'être, où se construit en effet une partie de notre identité ou de ce qu'elle sera demain. Il arrive évidemment que toute chose n'est pas égale par ailleurs et que parfois ce plaisir se transforme en autre chose. Il n'empêche que c'est d'abord du plaisir. D'abord, une fois ceci dit, passons sur l'autre aspect, violence ou souffrance au travail. Et la première des choses que je vais essayer de vous dire, c'est que la violence ou la souffrance au travail, c'est pas vraiment un problème de violence au travail. Et je vais essayer de vous le démontrer. Le deuxième point, c'est que la violence au travail n'est pas un problème en soi, c'est surtout d'abord une réponse. Et si on le considère comme un problème, on ne le traite pas. La troisième des choses que je vous dirais, c'est que l'individu au cœur d'une organisation et au acteur de sa santé, ça ne va pas de soi, ça ne se décrète pas, c'est d'abord une question politique, donc c'est d'abord le fruit d'une conviction d'hommes et de femmes autour d'un projet commun. Madame Perry en est le témoin ici aujourd'hui. Première des choses, la violence au travail n'est pas un problème de violence au travail, bien évidemment, et la présentation de notre psychanalyste de tout à l'heure l'a très bien démontré. La violence au travail aujourd'hui est évidemment symptomatique de quelque chose qui échappe complètement au travail. Ça renvoie bien évidemment à l'individualisation un petit peu forcenée et urgente du travail, mais pas que du travail, de la société de façon globale. Il semble presque plus évident de penser la violence que de penser la non-violence. Moi, ce qui m'intéresse dans la violence, c'est pourquoi nous, on n'est pas violents. Ça veut dire que nous avons tous des capacités, des facultés à nous protéger de la violence, la nôtre et celle de l'autre,
sauf que dans des contextes particuliers, celui de travail en particulier, nos facteurs de protection, ils sautent et la violence devient évidente. À la fois quand on l'agit ou quand on la subit. C'est plutôt, moi, regarder dans les organisations quels sont les facteurs de protection de l'individu du collectif qui sont défaillants, qui m'intéressent d'aller chercher. Pas la violence elle est inscrite, même dans l'institution, dans le collectif, et même dans la société, c'est même la violence qui la fonde, la société. Donc pourquoi s'en étonner? Pourquoi en être choqué? Parce qu'on considère tous ici que c'est un problème, or ce n'est pas un problème, la violence est une réponse, d'abord, une réponse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'aller chercher un peu plus loin. Et c'est là que c'est intéressant. La violence au travail n'est que la conséquence d'autre chose, d'un processus beaucoup plus complexe, et pour vous l'illustrer, c'est ma première expérience qui m'a fait passer, moi, d'expert en criminologie, que je suis, victimologue d'abord, en psychologue, spécialiste du travail et de ses organisations. Je travaillais d'abord auprès de la Brinks, et des gens qui se faisaient massacrer à coups de bazooka. Et en tant que victimologue, il m'était revenu la tâche de faire des débriefings auprès de ces gens. Il était étonnant de voir à quel point ces gens me disaient ne pas souffrir de l'événement en lui-même, mais davantage des conditions morales dans lesquelles on leur demandait d'exercer leurs tâches. Il m'a semblé, moi, cohérent en tant que psychologue, que pour bien faire mon travail, ce n'était pas au chevet de l'individu qu'il fallait que je me mette, mais bien au chevet de son organisation. Et du coup, le travail est devenu pour moi un laboratoire comme un autre, comme la famille, finalement, pour le psychologue de l'enfant que je suis au tout début. Avec l'idée, aujourd'hui vérifiée, et nous tous psychologues, on peut le vérifier, que quand je reçois un enfant en consultation, au bout de 2 séances, dans 99,9% des cas, je traite les parents, avec l'idée que tous, nous sommes dépendants d'un système. Un salarié qui est défaillant, il est évident que si on se met simplement au chevet de ce salarié, ça relève pour moi d'une forme d'imposture intellectuelle, puisque c'est bien du côté de son organisation qu'il faut aller voir. Moi, je sais rendre les gens plus résistants, bien évidemment, en tant que psychologue, je sais augmenter ses capacités à faire face. Par contre, je le remets dans un contexte maltraitant, qui la fois d'après le fera tomber d'un peu plus haut, ça fera sûrement un peu plus mal. Aller se mettre au chevet de l'organisation avec des modèles à la fois inspirés de la clinique, parce qu'elle nous donne à voir quelque chose, mais aussi de l'organisation, parce qu'elle nous donne à voir le laboratoire social et relationnel qui génère la violence comme réponse. Voilà en effet quelque chose qui me semble plus intéressant. Le troisième point, parce que c'est bien là qu'il faut aller, c'est que la santé au travail, ou les politiques de santé au travail, rendre l'individu acteur de sa santé, ça ne va pas de soi, ça se décrète, évidemment. Mais bien sûr, chacun d'entre nous sommes acteurs de santé. Et d'ailleurs, vous, plus que moi, psychologue, moi, on me demande de la réparer, la santé. Mais vous êtes tous acteurs, et pour le vérifier, demain, quand vous rentrez dans vos organisations, à l'école pour certains, dans nos activités professionnelles pour les autres, faites l'expérience suivante, saluez la moitié des gens et pas l'autre, et vous verrez à quel point nous générons tous les jours de la santé, ou de la non-santé. Vous êtes acteur de santé. Et finalement, rendre l'individu acteur de son organisation et de sa santé, c'est d'abord lui faire toucher du doigt que tous les jours, parce qu'il produit des actes, des gestes, des regards, des comportements, il est acteur de santé ou pas, il est acteur de non-santé ou pas. Ça se décrète, ça veut dire que c'est une politique. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, il faut bien que quelqu'un décrète et autorise à parler de santé. Autoriser de parler de santé, ça veut dire qu'à un moment donné, le sujet n'est plus tabou. Autoriser de parler de violence au travail, c'est-à-dire que le sujet n'est plus tabou. Parce qu'il l'est, fondamentalement. Il l'est parce que le lieu du travail est un lieu tabou, un lieu de paradoxe, où on vous demande à la fois de performer et à la fois de dire à votre directrice des ressources humaines ou autre qu'en même temps vous pouvez être faible, fragile, défaillant, manquant. Impossible. C'est à nous psy qu'ils le disent. Et ils me disent surtout, ne le répétez pas à mon manager, pas à mon organisation. Et là est le problème de la santé au travail. C'est que la santé au travail, elle va être confrontée à 2 types de problèmes. Des bons problèmes et des mauvais problèmes. Avec l'idée qu'un bon problème, il se voit, quel qu'il soit. Un mauvais problème, il ne se voit pas. Et quand on ne voit pas, on ne peut pas le traiter. Finalement, décréter une politique autour de la santé, autour d'une idée, soigner les soignants. C'est autoriser à un moment donné de faire de la santé un sujet, qui n'est pas un sujet cosmétique, mais un sujet stratégique, avec l'hypothèse, ou sous-tendu par l'hypothèse, que plus les gens vont bien, évidemment, plus ils sont performants. Avec l'idée que dans la performance d'un soignant, il y a un acte de soin qui est délivré. Acte de soin qui, si on l'améliore, va faire baisser la résistance thérapeutique. Et là, on est dans une boucle qui me semble vertueuse et intéressante. Finalement, dans les issues, il y a des prises de conscience qui vont être dans la manière dont on va nommer, et ça c'est sûr, et vous avez tous remarqué, en tout cas moi le psy, j'ai remarqué le lapsus de notre psychanalyste de tout à l'heure, qui a nommé les directeurs de ressources humaines des responsables des directions humaines. Ça vous dirait bien, Madame Perrier, ce genre de truc. Avec l'idée qu'en nommant ça comme ça,
On pourrait aussi faire en effet de l'humain, donc des hommes et des femmes d'une organisation, le potentiel le plus important de toute organisation soumise, même soumise à une obligation de rentabilité et d'efficacité. Partir de ce constat d'abord politique, c'est autoriser la santé, autoriser à ce que des bons problèmes se créent et que tout le monde autour d'un sujet ni passionné, ni tabou, ni paradoxal, devienne réellement acteur de santé. Celle-ci, place acteur de santé, c'est pas la mienne, et pourtant en tant que psy, c'est là qu'on me pose et qu'on me convoque. Acteur de santé, c'est d'abord et principalement vous, hommes et femmes, de vos organisations, dans vos familles, dans vos écoles, dans vos entreprises. Et finalement, nous, psychologues, on doit être vigilants par rapport à ce processus, mais soyez pas trop bons si on n'a plus de boulot, mais suffisamment pour que le grave et le pire soient évités, bien évidemment. 10 minutes, simple, quelques petits messages pour vous dire que le travail c'est bien, c'est complexe, et réfléchir et penser dans le travail c'est bien, et complexe, et bien. Vous voyez, avec Patrick, on est connectés, c'est la première fois qu'on se voit, mais j'ai même pas besoin de lui rappeler le temps. On est bien, 10 minutes, c'est calé. Je sais que c'est une contrainte pour vous, mais je pense au travail. En tout cas, merci. Alors, on va écouter Jean-Pierre Méchin qui va nous parler, qui va nous relater un témoignage d'une personne qui l'a accompagné. Bonjour à tous, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués en ce début d'après-midi. J'ai le même temps que notre ami Patrick, donc je vais essayer de faire vite, tenir dans les 10 minutes. Alors, le sujet dont je vais vous parler, je vais le faire très rapidement, en 4 minutes, tout au moins je vais essayer, vous parler d'un sujet dont vous avez sans doute tous entendu parler, puisqu'il a fait l'objet de très nombreux reportages de télévision, dans les écrits également au travers de la presse, qui est la pleine conscience. La pleine conscience qu'on appelle la mindfulness, qui nous vient des États-Unis. Alors, je voudrais d'abord rendre hommage ici à un personnage étonnant que j'ai eu comme professeur, qui est le professeur Joe Kabat-Zinn, qui est celui qui a initié, depuis ces 30 dernières années, le processus de la mindfulness. Joe Kabat-Zinn est professeur émérite à l'université du Massachusetts, et il est également celui qui a créé la clinique de réduction du stress à ce moment. Alors, à l'origine, quand il a créé ce processus, c'était essentiellement pour venir à bout, si je puis dire, des problèmes de stress, la réduction du stress, des douleurs chroniques et des chocs opératoires. Et puis il s'est rendu compte, au fil du temps, que non seulement il y avait des succès qui étaient tout à fait remarquables, mais que ça allait en fait beaucoup plus loin, puisque sa méthode permettait de soulager les souffrances de toute nature, aussi bien souffrances morales que souffrances physiques. Au point qu'aujourd'hui, mindfulness a trouvé une place importante dans le monde, aussi bien dans les organisations universitaires. Je vais donner ici une université aux États-Unis, la Jefferson University, qui est l'université médicale la plus connue, effectivement, et qui enseigne le mindfulness. Et plus près de nous, nous avons l'Université catholique de Louvain, en Belgique, qui est sans doute la plus en pointe en Europe sur le sujet. Et il faut savoir que dans les organisations, aujourd'hui, mindfulness est pratiqué partout. Un chiffre, 700 hôpitaux dans le monde le pratiquent. En France, on en est, je crois, 3 ou 4, très timide apparition. Un DU universitaire qui a été créé à l'université de Strasbourg sur mindfulness, méditation et neurosciences. Alors, le problème, c'est que le grand drame de notre époque aujourd'hui, c'est qu'on sous-estime énormément la capacité de transformation de notre esprit. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que disait Isabelle également ce matin, je partage tout à fait son sentiment sur le sujet. On déploie énormément d'efforts, si on y regarde de plus près, à améliorer nos conditions extérieures de vie, nos conditions d'existence, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? C'est notre esprit qui fait l'expérience du monde et qui le traduit sous forme soit de bien-être, plus rarement, et beaucoup plus de souffrance aujourd'hui. Alors le but, c'est qu'il faut casser ce cercle vicieux. Il s'agit de passer, je dirais, derrière l'analyse du voile de nos pensées et de nos concepts habituels pour voir en fait comment se forment nos pensées et faire jaillir la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est quoi en fait? C'est une attention de chaque instant. Chaque jour est un jour nouveau, chaque instant est un instant nouveau, et on doit le vivre comme un enfant qui s'émerveille de cet instant.
C'est une approche qui obéit à des règles qui sont naturellement très strictes, qui sont validées par les scientifiques aujourd'hui sur la planète, comme tout sujet qui mérite effectivement une attention et dont on souhaite en faire, je dirais, un engagement au cours de sa vie, c'est une véritable discipline, parce que sans discipline, on n'arrive à rien. Je disais tout à l'heure à Isabelle Ganon, c'est comme un pianiste de concert qui ne ferait pas ses 8 heures de gamme tous les jours, ben effectivement, ça serait très limité dans les capacités de l'artiste à communiquer sur son art. Alors, Eleanor Roosevelt avait dit d'ailleurs en son temps quelque chose qui était une très jolie citation, « Hier est de l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau ». Et c'est le message que je voudrais vous faire passer, c'est que la mindfulness est un véritable cadeau du ciel. On traverse aujourd'hui certes une crise majeure, on n'en est pas conscient, il y en a eu d'autres par le passé, mais aujourd'hui c'est de l'intérieur qu'on la vit. Et je crois qu'aujourd'hui c'est le problème du psychisme qui est véritablement touché et sur lequel nous devons travailler. Alors les outils de la mindfulness permettent une pratique spirituelle mais laïque, j'insiste bien sur le terme laïque, qui nous apprend à s'ouvrir à la vie, qui fait qu'on apprend à aimer la vie. Et à ce sujet, il y a une autre citation d'Épictète que je cite rapidement, et je l'utilise d'ailleurs très journellement, je peux dire, avec les personnes que j'accompagne. Ce ne sont pas les événements qui perturbent les êtres humains, mais l'idée qu'ils s'en font. Alors j'ai parlé de spiritualité. Quand on parle de spiritualité ici, on parle de spiritualité laïque. Il est nécessaire de bien comprendre qu'elle s'inscrit dans une logique universelle. Et quand on y regarde bien dans la définition, on a le terme, d'ailleurs, on l'a beaucoup utilisé, le souffle ce matin, j'ai entendu à plusieurs moments dans les témoignages, la nécessité de souffler. Donc, ça vient de spiritus, spirare, respiration, souffle. Alors, j'en ai fini pour cette présentation extrêmement courte de ce qu'est mindfulness, on pourrait en parler jusqu'à demain matin et bien davantage, et je voudrais vous lire à présent un témoignage qui est extrêmement poignant, qui m'a été adressé par une jeune femme, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui a accepté que son témoignage soit donné. Elle s'appelle Caroline Buret, et je vais vous le lire. L'année 2012 a été très compliquée pour moi. Après un bilan de compétences effectué avec la société BLV, j'ai repris mes études avec le Conservatoire national des arts et métiers en mars de la même année, et mon copain m'a quitté 15 jours avant mes examens que j'ai ratés. Je n'arrivais pas à remonter la pente, je ne faisais que pleurer, je ne dormais plus. Mon médecin m'a prescrit des anxiolytiques et des somnifères. Les grandes vacances sont enfin arrivées. Elles allaient me permettre de me reposer et de reprendre des forces. J'avais perdu 8 kilos en quelques semaines, mais malheureusement, tout a été autrement. L'un de mes très bons amis avec qui j'avais été en couple pendant 2 ans, quelques années plus tôt, est décédé en Thaïlande, dans des conditions plus que violentes. Lors d'une sortie en snorkeling, l'hélice d'un speedboat a heurté son crâne. Ce drame a d'ailleurs été relaté dans les journaux télévisés en France. Le choc a été terrible, j'étais traumatisé. Son corps a été rapatrié au bout d'une dizaine de jours. Nous attendions tous son retour afin d'être apaisés. Mais comment l'être dans de telles circonstances? Comment être là aussi pour celui qui a été témoin de l'accident? Comment être en paix en sachant que le coupable n'a pas été retrouvé et qu'il ne le sera certainement jamais? Quand l'enterrement a eu lieu, j'étais des plus affaiblis. De plus, c'était la première fois que j'étais confronté à la mort. Jean-Pierre m'a invité à suivre avec lui un séminaire sur le principe de la mindfulness. Je ne savais pas ce que ça pouvait m'apporter, mais comme j'étais déjà à la base d'un naturel très stressé et même angoissé, cela ne pouvait que me faire du bien. Ce séminaire m'a apporté tout ce qu'il fallait pour être en paix. En effet, après mes 2 premiers jours, j'étais déjà apaisé et j'ai décidé de méditer 15 à 20 minutes tous les jours. C'est difficile à expliquer, mais mon attitude générale a changé très rapidement. Maintenant, je prends le temps de faire les choses. Je vois toujours le côté positif des choses. Je n'ai plus cette boule d'angoisse en moi. Mes collègues ont été surpris de me retrouver aussi zen et souriant. Cela m'a également permis de vivre le décès de mon ami beaucoup plus sereinement. Sa famille étant loin, il a fallu vider son appartement et j'ai été la seule à pouvoir m'occuper de sa chambre. Bien évidemment, cela a été un moment triste, mais je ne ressentais pas de douleur.
J'ai même pu trouver le moyen d'esquisser un sourire en rangeant certaines de ses affaires. J'ai donc pu également épauler mes amis dans cette épreuve. J'ai également arrêté très vite mes anxiolytiques et somnifères. Depuis ce séminaire, je vois la vie plus simplement. Il faut dire que je pratique tous les jours, car au cours de l'enseignement que j'ai reçu, il m'a bien été précisé qu'il fallait être discipliné dans une pratique quotidienne. J'insiste beaucoup sur ce point. Ça, c'est pas dans le texte, mais je vous le dis tout de même. Je le rappelle. C'est donc devenu pour moi une habitude que je prends plaisir à mettre en œuvre. Plus de 18 mois se sont écoulés depuis ces événements. Qu'est-ce que j'en tire aujourd'hui comme enseignement? Je ne regarde plus le passé avec regret. Je vois chaque jour comme un nouveau jour. J'ai appris vraiment à lâcher prise. Je profite ainsi vraiment du présent, des gens qui m'entourent. Je ne me prends pas la tête. Je ne suis plus parasité ni en colère. J'ai repris mes cours et même réussi mes examens. Le plus important, c'est que je n'ai plus peur de la vie. Je sais que tout se passera bien, quelles que soient les épreuves qu'il faudra traverser. J'espère que bientôt ces pratiques seront accessibles au plus grand nombre. Il y a tellement de gens qui ne sont pas sereins et qui ne perçoivent pas la vie comme un concentré de bonheur. Signé Caroline Burke. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Pierre. Alors, vous voyez, il y a des solutions pour aller mieux, des solutions à la fois collectives, des solutions individuelles. Et vraiment, je vous invite à rentrer dans une démarche, surtout les plus jeunes. Je crois que vous êtes plus mature qu'on pouvait l'être à votre âge, sur notre génération. Et pour ma part, j'ai grand espoir dans ce qui arrive à nous succéder. Alors maintenant, on va faire une part interactive, c'est qu'on va vous laisser la place pour exprimer vos questions, pour interpeller les personnes qui sont sur ce plateau ou pour parler de ce qui a trait au bien-être au travail. On cesse la violence, on parle du bien-être. Parce que si on focalise davantage sur ce qui va bien, on a plus de chances d'être en santé. On a une assurance maladie en France, inventons l'assurance santé. Alors, qui veut commencer ? Vous aurez la dure mission de passer le micro à la prochaine personne. Bonjour, médecin du travail, il y en a encore quelques-uns. J'ai été très admiratif de l'expérience de Mme Perrier et également du témoignage de M. Silla. Oui, j'avais une grande prévention il y a encore quelques temps vis-à-vis d'un certain nombre de cabinets nationaux qui se sont arrangés pour capter le marché de l'accompagnement des entreprises. Bon, votre témoignage adoucit un petit peu ma position critique. Effectivement, beaucoup d'entreprises, notamment des grandes, et j'ai de très grosses entreprises sur Rennes, des agences de très grosses entreprises, se sont contentées de faire soi-disant des diagnostics et des prises de température, des RPS, comme on dit classiquement, des risques psychosociaux, sans jamais s'impliquer au niveau changement organisationnel, sans jamais remettre la parole, le travail en délibération, comme dit Christophe Dejour, un de nos maîtres, un de nos médecins du travail. Et d'ailleurs, ces livres sont en vente, là, et je vous conseille de lire La Panne, notamment, qui montre le cheminement de sa pensée. Et donc, j'étais tout à fait en réaction, voire réactionnaire, vis-à-vis de ces accompagnements par des grands cabinets. Je préférais voir des petits cabinets qui se sentaient plus responsables localement, plutôt que d'avoir des très grosses structures. Et donc, je m'inscrivais en faux contre cette démarche de prendre tous les ans la température des RPS sans jamais soigner le malade. Je m'amusais à sortir cette formule-là. Soignez quand même un jour le malade plutôt que de lui prendre la température 3 fois. Donc, par ailleurs, et là je m'adresse aux professeurs de sport, je pense qu'il faut, c'est bien de s'étirer, hein, je suis sportif moi-même, et quand je ne m'étire pas, je me fais mal. Hein. On pourrait parler d'autres mouvements qui sont intéressants, notamment pour les gens qui travaillent beaucoup devant un ordinateur. J'aurais bien aimé en
entendre parler du mot ergonomie. Et donc c'est vrai que la notion d'ergonomie, de prévention des troubles musculo-squelettiques, il y a l'ergonomie. Mais je suis d'accord avec vous, l'ergonomie a des limites. Et là je vais arrêter parce que je vais prendre le micro trop longtemps. Je me suis intéressé pendant 10 ans à une société de nettoyage industriel. Et j'ai participé à des travaux avec notamment le professeur Rockler à Angers, qui avait fait des études ergonomiques sur ce sujet, et de dire un jour en pleine conférence devant 500 médecins, de dire c'est bien l'ergonomie, mais regardez le nombre de troubles musculo-squelettiques et de souffrances au travail des personnes qui travaillent dans le secteur du nettoyage industriel, et parce qu'au bout d'un certain temps, toujours plus, c'est toujours trop. Pour vous dire tout simplement, il y a 10 ans ou 15 ans, on admettait qu'une personne nettoie 200 mètres carrés de bureau en 1 heure, maintenant c'est plus de 400. Et il y a une co-responsabilité des entreprises qui donnent des ordres et qui traitent au moins 10 ans. Donc, vous voyez, la souffrance et la violence au travail passent aussi à travers les corps et à travers l'intensification, mais par la sous-traitance. On a sous-traité, et là je tourne en boucle un petit peu, et je vais m'arrêter, on sous-traite l'activité de nettoyage des locaux. Il ne faut pas non plus sous-traiter la violence morale ou la souffrance morale au travail. Quelqu'un d'autre pour prendre la parole? J'espère que je ne vous ai pas endormi. Je vois une dame qui a envie d'intervenir. Non? Vous voulez intervenir? Allez-y pour la prochaine intervention. Oui, mon confrère, tout à l'heure psychologue, disait que ce qui l'intéressait, c'était les facteurs qui nous protègent de la violence. Et effectivement, je crois que de ça, on ne parle pas suffisamment parce que la difficulté qu'on a, c'est que du coup, celui qui subit la violence, quelque part, il déchoit. C'est comme s'il n'était pas capable d'eux. Il y a tout le temps une onde de valeur morale, de jugement moral qui traîne derrière ça. Hein, et c'est pourquoi, d'ailleurs, souvent, les personnes qui sont victimes de harcèlement, etc., n'osent pas, comme vous nous l'expliquiez, madame. On se cache d'animal. On n'ose pas dire. Mais en même temps, de l'autre côté, on n'ose pas non plus exploiter, travailler ce qui nous protège, ce qui peut faire du bien. Alors, on sait, de manière complètement informelle, hein, c'est la pause café, c'est le fait d'en parler avec des collègues, c'est un espace de parole. Alors, on a parlé d'un rapprochement effectivement au corps et à ses sensations, et on sait bien, et les psys le savent bien, le but déconnecter son ressenti et son affect par rapport à ce que l'on vit, aussi bien de manière sensorielle que de manière psychique, sont des réponses au quotidien. Hein. On le voit bien dans les thérapies de couple. Dès lors qu'il n'y a plus de communication, c'est la dérive des continents. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place pour apprendre à se parler? Et on voit bien quand on fait des réunions dans une institution, les réticences qu'il y a sur les corps de métier. Je travaille aussi dans un institut de rééducation professionnelle pour travailleurs handicapés. D'un côté, il y a les profs, de l'autre côté, il y a les agents administratifs, de l'autre côté, les agents techniques. Et ça se cause pas, quoi. On n'ose plus. Et chacun est responsable de son groupe, en quelque sorte. Et on ne sort pas de ça. Et comment faire pour casser ces chaînes-là? Là, il y a une grosse responsabilité institutionnelle. Donc, que vous pointiez, madame, tout à l'heure, en disant apprendre à entendre l'autre, apprendre à découvrir l'autre et ce qu'il a à nous faire savoir de son corps de métier, de sa corporation. Et j'ai pu, par exemple, je me souviens dans un travail institutionnel, voir comment les agents de service étaient les premiers à savoir qu'un patient ou un stagiaire allait décompenser. Dans la gestion qu'il avait de la poubelle, etc. Le fait de commencer à mettre en l'air des choses dans l'institution autour. Et puis tout d'un coup, jusqu'à ce que ça explose aux patients. Mais quelle possibilité on a laissé à la SH de dire « Attendez, moi j'ai vu quelque chose là ». Pour compléter rapidement, bonjour à tous, Yannick Gavario. J'ai eu l'occasion de visiter une entreprise qui est bien connue sur Rennes, qui s'appelle Bretagne Atelier, d'où est extrait un film. Alors, je
vais pas très loin parce que probablement beaucoup ont déjà vu ce film. Mais pour moi, c'est une réponse qui est assez intéressante. Peut-être pouvez-vous commenter? Je vais juste me permettre d'intervenir. Je suis l'ancienne directrice du management social de Bretagne Atelier et j'avais proposé effectivement à Isabelle parce que je pensais que la nouvelle RRH serait présente et j'aurais évidemment aimé qu'elle vous parle de cette entreprise. Moi, je crois que dans cette entreprise, il y a une chose que j'ai appris auprès d'un homme dont je n'oublierai jamais, je dirais, son apport dans ma construction professionnelle, c'était Jean-Michel Keguiner, donc directeur général et fondateur de Bretagne Atelier. Il avait l'habitude de nous dire « Nous ne sommes pas là pour une organisation, nous sommes là pour mettre l'homme au cœur du système ». Et je crois que c'était exactement l'objet de cette table ronde. Travailler auprès des personnes handicapées et travailler auprès d'eux pour leur permettre d'exister en tant que professionnels, ça a été, je dirais, pour moi, la plus belle expérience professionnelle que j'ai jamais eue. Je veux dire, aujourd'hui, je suis forte, on va dire, de mon parcours et de ce parcours dans cette entreprise. Je pense que Bretagne Atelier est une des entreprises modèles et phares, et elle le restera, je pense, encore longtemps, pour savoir mettre la personne au cœur d'un système. Donc, modestement, je suis partie avec mon petit bagage et j'ai essayé de le faire estimer autre part, dans d'autres lieux, dans d'autres environnements, mais je pense que c'est en écoutant, en effet, les personnes, et quelles qu'elles soient handicapées, non handicapées, qu'elles soient, comme vous disiez, monsieur administratif, qu'elles soient agents de service, je dirais, c'est les personnes qui parlent le mieux de ce qu'elles voient professionnellement, et c'est à nous, professionnels RH notamment, d'être à l'écoute de ces personnes pour apporter des réponses. Moi, je voudrais juste aussi revenir sur l'intervention de monsieur avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger pendant l'heure du déjeuner. Le choix qu'on a fait, en effet, a été non pas d'externaliser notre politique de prévention, mais on est allé chercher une expertise et surtout ce que j'appelle un caractère un peu médian. C'est-à-dire que ce que PSIA nous a apporté, c'est de pouvoir intervenir auprès des salariés, de pouvoir dire nous on est là pour vous écouter, pour vous entendre, on sera le relais de votre expression auprès de la direction, mais parlez-nous franc. Et je pense que dans une entreprise, quelquefois c'est difficile, même quand on est DRH, quand on est directeur général, de pouvoir aller se mettre au plus près de la réalité du terrain et surtout que les salariés s'expriment librement avec nous. Et je pense que là, on a grandi parce qu'il y avait une triangulation dans la parole entre les salariés qui s'exprimaient, PSIA qui intervenait et nous qui entendions. Voilà. Et je voudrais aussi dire que dans la boîte à outils, tout se fait, je l'ai dit je crois tout à l'heure, mais vraiment je le répète, tout se fait de manière paritaire. C'est-à-dire que rien ne se décide sans qu'on ait une validation des organisations syndicales, et ça n'est pas une position démagogique. Je veux dire, c'est vraiment une volonté de notre part de permettre aussi aux salariés de s'exprimer, de permettre effectivement aux parents, parce qu'on accompagne leurs enfants dans nos établissements, et n'oublions pas que notre mission, c'est essentiellement de leur apporter du bien-être aussi, à eux. Je veux dire, et ça, c'est vrai, je dirais que cette triangulation, pour nous, elle a été fondamentale. Donc, c'était absolument pas une volonté de prendre la température du malade et surtout de ne rien faire. On prenait la température, mais on avait la prescription, le médecin en l'occurrence c'était PSIA, et je peux vous dire qu'on s'est tenu à l'ordonnance. Merci pour ce témoignage, merci à Yannick et merci à Françoise de rebondir sur une expérience qui est saine là et qui est référence pour beaucoup d'entre nous. Alors, de ce qui ressort, bien sûr, c'est l'écoute, ne pas être en situation de subir. La définition du stress au travail, c'est un sentiment d'impuissance. Donc l'impuissance, c'est quand on n'a plus de possibilités ou quand on ne rencontre plus de réponse personnelle à une situation. Je crois que l'écoute, c'est le fondement de toute approche, écoute de soi, mais aussi écoute des autres. Et si on regardait le travail non pas comme un lieu où on produit des biens, mais un lieu où on va rencontrer l'autre pour écouter quelque chose de différent, rencontrer l'altérité, et du coup, trouver d'autres réponses en soi, se découvrir autrement, je crois qu'on aurait un autre bénéfice.
Donc, d'autres réactions par rapport à ce qui s'est dit? Il faut être... Alors, je voulais poser plutôt la question aux jeunes qui sont là pour leur demander s'ils ont le sentiment d'être suffisamment préparés à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, et puis à la prévention de la violence par rapport à vos études. Alors, on prend quelqu'un au hasard, Karl, que je connais, si tu veux bien répondre. Ou alors tes voisines. Merci. Non, mais si je les nomme pas, ils ne vont pas répondre. Bonjour à tous. Moi, je vais répondre pour ma part. Je pense que je vais essayer de coller à ce que pensent mes camarades, mais ce sera mon avis personnel. Moi, par rapport à toute cette violence au travail, etc., je pense qu'aujourd'hui, dans la position dans laquelle on est en tant qu'étudiant de Master 2 ressources humaines, donc pour partir en apprentissage et pour d'autres qui sont uniquement à l'école pour l'instant, je pense qu'on est assez loin de tous ces concepts et de toute cette réalité du terrain, et qu'aujourd'hui on a peu de formation là-dessus, même si bien sûr on est sensibilisé à l'écoute et à l'échange que doivent avoir les RH avec les salariés et tous les membres d'une entreprise. Je pense qu'on est assez loin de ça, et que ce matin, les témoignages qu'on a eus nous ont permis peut-être de mettre plus pour ma part, de visualiser ce qui peut vraiment se passer en entreprise. Parce que c'est vrai que souvent, comme m'a dit monsieur, j'ai oublié votre nom, je suis désolé, c'est vrai que la violence qui est peut-être la mauvaise violence, c'est celle qu'on ne voit pas. Et nous, moi pour ma part en tout cas, c'est uniquement celle-là que je connais en entreprise aujourd'hui, parce qu'on a peu d'expérience et donc on a forcément peu de retours sur ce qui se passe sur le terrain. Et on n'a pas eu forcément l'occasion de constater ces choses. Et honnêtement, aujourd'hui, on n'est pas de toute façon amené à être DRH ou RRH dans les 3 années qui arrivent. Donc on n'aura pas forcément à faire face à ces situations tout de suite. Mais si on avait à y faire face, moi personnellement, je ne me sens pas prêt. Je ne sais pas si mes collègues partagent mon opinion. Moi, je pense aussi qu'on a vu ça en cours, ça dépend aussi de l'environnement dans lequel on se trouve, des personnes avec qui on est. Et ce qu'on voit en cours, c'est aussi qu'on ne peut pas... Il n'y a pas, comme l'a dit Mme Perry, il n'y a pas de recette miracle, entre guillemets. On doit s'adapter toujours à l'environnement avec les personnes avec qui on est. Et c'est ce qu'on nous apprend tous les jours, que même si on nous donne des outils, on nous donne des moyens, on ne pourra pas toujours les appliquer. Ça sera à nous de nous adapter aussi et de voir en fonction des personnes et de ce qui nous entoure. Donc voilà. Et ça fait tout l'intérêt de vos fonctions futures, à savoir que vous devrez être créatif et que vous n'aurez pas seulement à prescrire des normes. Ce matin, on parlait des normes et ça peut devenir terrible. Les normes, j'ai vu dans une entreprise, un agent de sécurité mettre fin à ses jours une belle nuit et lors du CHSC, c'était exceptionnel dans la grande entreprise qui hébergeait ce service de gardiennage et notamment pour cette personne qui a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Et bien, lors du CHSCT, on a vu le responsable ressources humaines, le sous-directeur du site dire l'appel a été lancé grâce à un dispositif qui fait que quand une personne ne bouge plus à son travail, il y a une alarme et une centrale d'alarme qui appelle. Et donc la centrale d'alarme a entendu à 1h02 le fait que la personne ne bougeait plus, donc ça va être déjà très mal. Ensuite, à 1h05, il y a eu une personne de l'entreprise hébergeante du service de sécurité qui a été appelée, et toute une cascade de procédures. Il y a eu toute une procédure, série de procédures qui ont été mises en jeu, et donc les responsables de la grande entreprise iront au CHSCT devant les représentants syndicaux et devant moi-même, médecin du travail, pour dire nous avons appliqué la procédure. Il a fallu qu'un représentant syndical dise mais monsieur, il y a quand même eu un ordre. C'est pour vous dire que la norme, quand elle est prescrite, ça peut aller très très loin dans la déshumanité. Donc c'est. Pardon ? C'est aussi parce qu'on cherche des responsables
cherche pas une solution au problème, on cherche les responsables et donc on joue le parapluie plutôt que de chercher la solution. Et curieusement, l'année précédente, on avait supprimé 40% du budget de gardiennage. Donc les personnes qui étaient à 2 jusqu'à présent se retrouvaient toutes seules. Il y avait ça aussi. Merci pour ce témoignage. Quelqu'un d'autre? Vous parlez de pression, en fait, on en met un à la place de 2, mais cette pression, elle est là constante. Dans le fond, quand on travaille, on nous demande de remplir les objectifs de productivité sur la santé, avec l'apprentissage du PMSI, etc. Mais aujourd'hui, comment on va trouver le temps de prendre en charge tout ça, sachant qu'on met le patient en avant, on le laisse tout seul dans sa piole, on a plein de boulot autour, et on n'a même pas le temps de discuter entre nous. Et on se retrouve avec des problématiques où, au bout d'un moment, vous parlez de systémique, mais on est tous sur le même état. En même temps, on parle de hiérarchisation dans le travail, qui a le pouvoir, qui ne l'a pas, sous quelle forme. Moi, depuis ce matin, on ne parle pas du temps qu'on peut prendre à communiquer, à échanger, à se donner des claques, parce qu'il y a des fois où on en a besoin. Et puis de parler en tant qu'individu et non plus de hiérarchiser l'ensemble. Et c'est compliqué. Je crois que vous avez parfaitement raison. Je pense qu'on est dans le même métier, dans le même environnement. Aujourd'hui, c'est vrai que les normes, il faut y faire très très attention parce qu'elles peuvent tuer, le collectif de travail. Dans les choses effectivement que nous, on a remis un peu dans notre boîte à outils, c'est notamment des groupes d'analyse de pratiques professionnelles. C'est des temps informels d'échange entre les personnes. On a besoin, lorsqu'on accompagne des personnes en difficulté, parce qu'elles sont handicapées, parce qu'elles sont de plus en plus dépendantes, on a besoin d'échanger. On a besoin de retrouver un collectif au travail, d'avoir des collègues qui viennent vous soutenir. Dans les choses, encore une fois, je ne suis pas en train de faire de la pub à Psya, c'est pas parce qu'il est assis à côté de moi que je vous dis ça. Je dis simplement que dans les choses aussi qu'on a vu ressortir de nos diagnostics, c'est que dans les établissements où ça marchait le mieux, où en tout cas les gens vivaient professionnellement le plus sereinement, c'est lorsqu'il y avait du soutien des pairs, c'est-à-dire des collègues qui se parlaient, des collègues qui se soutenaient. La défaillance qu'on a fait ressortir dans nos établissements, et vous vous en doutez qu'on travaille énormément dessus, c'est le manque de soutien managérial. C'est-à-dire un gap qui s'est fait entre les équipes et la hiérarchie. La hiérarchie, quand on discute avec elle, elle a bonne raison de ne plus être sur le terrain. Elle est bouffée justement par les procédures, par la traçabilité, par les injonctions, par les rapports, les suivis, etc. Mais il ne faut pas oublier que notre travail, moi je me mets dedans en tant que manager, c'est de savoir revenir aux fondamentaux. Et le fondamental, c'est l'écoute, c'est le fait d'être auprès des personnes, des salariés, de les entendre, de les écouter et de leur apporter, quand on le peut, un soutien. Je partage complètement ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que dans nos métiers, il faut redonner des espaces de convivialité et pas la machine à café. M6, ça fait longtemps qu'ils nous ont sorti une série, là, ils en sont très contents. Je veux dire, avec un DRH qui est un vrai pourri d'ailleurs. Enfin bon, ça c'est. Voilà. Je voudrais juste dire que c'est vrai que ce qui est important, c'est que les gens retrouvent des espaces où ils peuvent échanger parce qu'on en a besoin. Mais ce besoin-là, il s'exprime dans les équipes et il s'exprime aussi au niveau des cadres. Il y a notre deuxième. Je voulais juste rajouter qu'en milieu hospitalier, on a les mêmes difficultés, que maintenant on demande à nos soignants de la traçabilité extrême, et donc il n'y a pratiquement plus du temps qu'ils passent auprès des patients, ils passent leur temps à côté de l'ordinateur. Et c'est ça qui est vérifié, et c'est ça qui est exigé, parce qu'ils ne peuvent pas prouver autrement que par leur écrit qu'ils ont fait leur travail. Et ça devient catastrophique, le temps d'inter-équipe, le temps de transmission, ça se raccourcit. Et vraiment, le travail commence par la lecture de l'ordinateur et se termine par l'écriture. Et la seule réponse qu'on a trouvée, c'est de faire la synthèse pour discuter ensemble de tout. Et puis, ce qui est intéressant, de faire la synthèse de chaque patient, petit à petit, au fur et à mesure, parce que ça nous permet de redécouvrir la personne âgée. Ce n'est plus un objet de soins, c'est une personne qui a son passé. Ça intéresse les équipes. Il y a une implication humaine beaucoup plus importante. Et puis, on a embauché
psychologue. Notre première expérience de psychologue était mauvaise parce que c'était quelqu'un qui expliquait aux soignants, bah oui, vos conditions de travail sont mauvaises, il faut révolter. C'était pas assez constructif. Et maintenant, on a quelqu'un qui vraiment aide aux soignants d'analyser les pratiques, apporte son expérience. C'est un travail vraiment ensemble et très constructif. C'est vraiment intéressant et on sent l'apaisement, malgré les difficultés de travail, malgré toutes les exigences, apaisement des équipes. Et ça se passe beaucoup mieux pour les patients, bien sûr. Ça, c'est important ce point-là. Je pense que chez vous, c'est vrai comme ça. Je crois qu'il y a une vraie nécessité de réguler l'activité, de contrôler cette régulation. Cela étant, sur le temps, un point essentiel, je vous dis, moi j'aimerais dire souvent qu'il faut le voler, le temps. Et pour le voler, il faut vérifier qu'il est mal utilisé. En gros, ce qu'on aime à faire, nous, souvent, après des diagnostics, d'être concret, on fait des outils de pratique de gestion du temps, notamment des pratiques de réunion. Et on va demander simplement aux gens, quand ils sont dans une réunion, est-ce que ça sert à quelque chose? Et on se rend compte que beaucoup de gens y sont et ça sert à peu près à rien. Donc on dit, tiens, ce temps qui est inutile, si on le volait, qu'on le mettait au service quelque part de la gestion humaine de la ressource. Après, il faut convaincre. Il faut convaincre des politiques dans l'entreprise qui sont convaincus que la gestion du temps et de la charge de travail sont des lieux de reconnaissance. En gros, plus tu passes de temps en réunion, plus tu es valorisé, plus tu as de mails dans ta boîte, mieux c'est, et plus tu as de la charge de travail, plus tu es compétent. Une fois que tu arrives à casser ça, à casser finalement une vision un petit peu sociale dans laquelle hommes et femmes s'entendent quelque part au sein de l'entreprise, tu vas pouvoir aussi voler ce temps et le mettre au service d'autres choses. Encore une fois, faut-il que, d'un point de vue politique, on autorise ce changement. Nos cabinets, pour revenir aussi à ce que dit M. Wick, avec lequel nous partageons d'ailleurs quelques entreprises en commun, nos cabinets aussi ne sont pas là simplement pour pratiquer une technique d'évaluation, bien évidemment. On est là aussi pour modifier les données sociales au cœur des entreprises et en modifier le pacte, la manière dont hommes et femmes peuvent s'entendre au service d'une organisation et d'un objectif. On est là aussi pour ça. Et on voit aussi que des expériences aujourd'hui réussies permettent réellement de transformer quelque chose qui n'est pas simplement de l'ordre de la technique, mais qui est de l'ordre de positionnement social. Et quand on change ça, on vole le temps est un exemple, on commence aussi à générer de la santé. Donc voler le temps, je suis sûr que la peine de temps, si on fait l'étude du travail réel, qui ne sert à rien. Donc si on le vole, celui-là, on le met au service d'autre chose, du plus essentiel, du sens. Et quand on le met au service du sens, on retrouve quelque chose d'intéressant, de la motivation. Et puis le temps, on nous le vole en partie avec cette surinformation qu'on a avec les outils multimédia. Est-ce que vous avez déjà fait le test quand vous vous mettez sur votre boîte email ou sur votre ordinateur avec l'intention de faire quelque chose de bien précis? Vous avez par exemple 1 heure, vous devez faire une chose bien précise, vous avez largement le temps. Vous regardez vos mails et puis en fait l'heure passe et vous n'avez pas commencé ce que vous êtes venu faire. En fait, on se laisse happer par ce qui s'est appelé le big data. C'est-à-dire que dans l'espace des 6 derniers mois, on a reçu, et on reçoit tous, chacun d'entre nous, davantage d'informations que l'ensemble de l'humanité depuis l'homme des cavernes. Tellement il y a une démultiplication d'informations. Donc, tiens, ce mail-là, c'est peut-être intéressant, il y a la pièce jointe, tout ça, puis on y passe un quart d'heure, d'accord, c'est intéressant, mais c'est quoi notre projet de vie? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est de se reposer la question. Une petite attitude très réactionnelle, c'est plutôt que de rester sans arrêt dans l'immédiateté, c'est de se dire, c'est un cadre d'entreprise parfaitement sérieux et semble-t-il compétent, je n'ai pas jugé, qui m'a dit, moi je reçois mon journal tous les matins chez moi dans ma boîte aux lettres, eh bien j'ouvre ma boîte aux lettres une fois dans la journée et tous mes collaborateurs savent que je vais regarder leurs messages le matin et le restant de la journée, sauf exception, coup de fil ou quoi que ce soit, pour me dire regarde ce qui est arrivé, mais je gère mon temps comme ça. Je voulais évoquer également les travaux de Danielle Linhart sur le temps. Elle était venue d'ailleurs dans le cadre du Bureau des temps, parce qu'il y a un Bureau des temps dans la ville de Rennes, où il y a des conférences passionnantes. On a vu Mme Linhart il y a quelques années, qui disait que dans une entreprise, on était passé du très urgent, TU, à TTU, très très urgent, et comble du bonheur, il y avait des informations qui étaient TTU+++. Il n'y a pas Excel encore. Oui, alors, Taylor New, je vais prolonger votre pensée, puisque ça
Je suis chargé d'enseignement à l'Université de Rennes 2, à l'ISTO. L'ISTO, c'est l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest, où nous travaillons avec les adultes. Et en même temps, je suis donc... je travaille dans une structure de handicap. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de madame. Ça me permet aussi d'avoir une autre représentation du travail qu'on fait dans notre secteur. Parce que je travaille avec la date. Et on vit actuellement les restructurations qui sont liées à ce qu'on appelle le management public. Et j'ai appris des choses très intéressantes dans votre présentation parce que nous sommes confrontés actuellement sur les restructurations. C'est-à-dire on travaillait avec une structure qui a été créée vers les années 60. Je fais le même travail que M. Lina, puisque je fais un travail ethnographique, puisque je suis salarié, et j'analyse le travail de nuit dans une dimension socio-économique. C'est-à-dire, si vous avez lu un bouquin sur le travail en urgence qui a été écrit par quelqu'un qui était sociologue, qui a travaillé pendant longtemps dans les urgences. Donc j'ai la même posture, puisque Lina avait travaillé dans l'usine Renault, comme vous voyez, en sociologue. Voilà, moi je travaille sur le travail de nuit dans les organisations, avec tout ce que ça entraîne comme pesanteur sociale et physique. Et puisque bon, il y a des déplacements, comme vous l'avez dit, il faut accompagner les aidés, les résidents et les aidants. Et moi j'ai beaucoup apprécié ce travail-là qui prouve quand même qu'on peut, au-delà de cette turbulence, au-delà de cette prégnance managériale qui pèse sur les aidants, faire des choses intéressantes. Mais ma question se pose uniquement au niveau des relations que vous avez entretenues avec vos élus syndicaux. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé parce qu'on n'est pas arrivé, encore une fois, en disant on va vous proposer un accord défini avec un plan d'action. On s'est dit, on ne sait pas. Vous savez? Non, on ne sait pas. Ok, bon, on va essayer de construire. Voilà. On a eu plusieurs réunions et puis on s'est dit on va se donner encore une fois plus un accord de méthode qu'un accord effectivement avec un plan d'action. Donc on va progresser à petits pas. On a mis en place ce comité donc, de pilotage paritaire et régulièrement on se réunissait en disant voilà, alors là on a fait telle action, qu'est-ce que ça a apporté, où on va demain, on s'évaluait régulièrement, on se critiquait. Au sens, je dirais, positif. Et nos organisations syndicales, elles ont été totalement associées et totalement partie prenante du processus. Voilà. La chance qu'on a eue, c'est qu'à l'époque, on avait 2 organisations syndicales qui étaient représentatives dans l'entreprise. Donc, je l'ai dit, CGT-FO et puis la CFDT. Depuis, on a eu nos élections professionnelles en mars 2011 avec l'émergence d'une 3e organisation syndicale qui s'appelle Sud Santé Sociaux. Donc, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que Sud Santé Sociaux, on le sait, est plutôt un syndicat qui se positionne comme un syndicat antagoniste et non pas un syndicat dans la co-construction. Mais depuis, encore une fois, à petits pas et avec, je dirais, acharnement, on dit voilà ce qu'on a fait, voilà où on a été bon, voilà où on a été mauvais. Je vais vous donner un exemple. On avait mis en place donc, des entretiens donc, dans les établissements après la phase de diagnostic sur les questionnaires. Donc on avait réuni les professionnels chez eux. Et ils parlaient avec Pia et voilà, ils se livraient, ils disaient ça va pas, etc. La parole était libre et la parole était confidentielle. Et puis on avait décidé d'avoir des entretiens métiers, c'est-à-dire de rassembler des professionnels d'un même métier. Et bêtement, alors je dis on va faire ça au siège. Parce qu'on a 5 territoires, les Côtes-d'Armor c'est un grand département, et quand vous avez des professionnels à Tréguier, quand vous en avez d'autres à Guingamp, quand vous en avez à Dinan, je me suis dit le mieux c'était qu'on les rassemble, qu'on leur propose de se réunir au siège. Grosse bêtise, grosse bêtise, parce que le siège c'est quoi pour eux? C'est un lieu du pouvoir, c'est le lieu où il y a le DG, c'est le lieu où il y a la DRH, bon même si celle-là on commence un peu à la connaître, mais quand même quoi, je veux dire. Eh ben, c'est pas facile de venir au siège. Et autant on a très bien réussi la phase qualitative avec les questionnaires, autant on s'est bien débrouillé sur les entretiens dans les établissements, autant on n'a pas été bon du tout, et puis ça, il était pour rien. C'est moi qui ai fait une
proposition idiote, voilà. Et ben, je suis arrivée au comité de pilotage la fois d'après en disant, ben voilà, là on avait été très très bien, 83% de retour sur les questionnaires, je n'avais jamais vu ça, j'y croyais pas. Les entretiens établissements, on avait eu, je ne sais plus, 50-60% de participants et qui avaient vraiment travaillé, quand on était à 34% de participation sur les entretiens métiers. Ben, je suis arrivée en disant, bah, excusez-moi, je me suis plantée. À aucun moment, je dirais, on a été critiqué, on s'est reconnu dès le début un droit à l'erreur. Voilà. Parce que ça a été dit tout à l'heure, et moi je le redis, il n'y a pas de bouquin qui vient vous dire, alors, lorsque vous êtes dans une prévention des risques psychosociaux, dans une politique de santé, action A, action B, action C, il faut apprendre, il faut quelquefois se tromper, il faut retirer un enseignement, et puis voilà. Mais avec nos syndicats, il y a un effet extraordinaire, c'est qu'on a réinventé avec eux le dialogue social. Le réseau de santé qu'on a aujourd'hui, donc je vous ai dit, c'est 90 salariés, dont des élus. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que mon téléphone sonne en disant « Mme Perrier, délégué syndical, machin, tel établissement, etc. » Voilà, je viens vous dire, il se passe ça. Il y a un collègue qui ne va pas bien. Il y a un collectif qui va mal. Qu'est-ce qu'on fait? Et je dis bien qu'est-ce qu'on fait. C'est pas qu'est-ce que vous faites, c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est pas j'appelle l'inspecteur du travail, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et ça marche. Alors maintenant, je veux dire, il y a des situations plus dures à traiter, je veux dire, il y a des situations douloureuses sur le plan humain. Moi, j'ai entendu ce matin des témoignages qui m'ont bouleversée parce qu'on les vit aussi dans nos entreprises, hein, comme dit monsieur. Je veux dire, on est dans un monde de grandes turbulences et que ça change beaucoup la règle du jeu. Mais à partir du moment où on est dans un climat de confiance avec nos partenaires sociaux, et c'est le cas aujourd'hui, y compris avec Sud Santé Sociaux, on arrive à leur faire signer des accords, égalité, contrat de génération, etc. Et bien je me dis, voilà, c'est une petite victoire. Merci pour ce témoignage. Alors, je vous propose, puisqu'on avait défini de finir à 16h, on a un peu débordé, de conclure sur cette notion de droit à l'erreur. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut accepter. On fait des expériences et le but, c'est pas d'être parfait partout, c'est de progresser. Merci de votre attention et vous êtes invités à la pause.